Bonjour. Aujourd'hui, on plonge littéralement dans les murs de nos maisons. On va traquer un ennemi, invisible souvent, mais avec des conséquences parfois désastreuses. La fuite d'eau cachée. Oui, c'est le genre de souci silencieux qui s'installe sans prévenir et ça peut vite transformer un petit truc en un chantier énorme et coûteux. Tout à fait. Et pour notre exploration aujourd'hui, on s'appuie sur un guide pratique. On en a extrait les points essentiels sur la détection des fuites murales cachées. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre ensemble comment on peut repérer ces infiltrations un peu sournoises, quelles sont les actions immédiates qui peuvent limiter les dégâts, et puis aussi pourquoi faire appel à des pros, c'est souvent inévitable, voire même une bonne idée. Mhm. On va essayer de voir les indices, même les plus subtils, et puis découvrir un peu les technologies qui aident à voir derrière les murs sans tout casser de préférence. Alors, la question c'est comment on débusque ce qui se trame derrière le plâtre. C'est une bonne question. Pour commencer, le guide il insiste sur un point. Trouver une fuite dans un mur, c'est pas juste un coup de chance. Non, ça demande une approche presque scientifique. Une méthode. Exactement. C'est pas de la devinette. Il faut une vraie investigation méthodique. Et ça commence par l'observation. Il faut vraiment ouvrir les yeux. D'accord. Quels sont les premiers signes alors? Alors, le guide détaille plusieurs signes visuels qui doivent alerter. Le plus connu, ce sont les taches d'humidité, bien sûr. Ah oui, Mais, et c'est important, le guide précise, il faut qu'elles soient persistantes. persistante, c'est-à-dire? Une petite trace qui apparaît après une grosse averse et qui sèche vite, bon, c'est peut-être pas très grave, juste une petite infiltration passagère. Mais une tache qui reste là, qui s'étend doucement, ou qui revient toujours au même endroit, même quand il fait sec. Ah, d'accord. Mhm. Là, c'est un indicateur beaucoup plus sérieux. Ça suggère qu'il y a une source d'eau constante derrière. Une canalisation qui goutte, par exemple. Logique. Deuxième indice important, la moisissure. Ça pousse pas n'importe où. Non, il faut de l'humidité. Voilà. Humidité constante et une surface. Le guide ne donne pas les couleurs, mais si on voit des taches noires, verdâtres, un peu cotonneuses sur un mur, surtout si c'est pas juste la condensation de la douche, hein, Oui. c'est un gros drapeau rouge. Ça veut dire que le mur lui-même est gorgé d'eau depuis un moment. D'accord. Et il y a autre chose? Oui, l'état du revêtement, la peinture, le papier peint, l'eau derrière, ça va forcément les abîmer. Ah oui, les cloques sur la peinture. Exactement, la peinture qui cloque, qui fait des bulles, qui s'écaille. Ou le papier peint qui se décolle, qui gondole sans raison apparente. Ça trahit souvent une humidité excessive dans le mur. Hmm. Et puis, il y a l'odeur aussi. Cette odeur de moisi, de renfermé, un peu terre humide. Oui, très caractéristique. Voilà, si on sent ça près d'un mur, faut se méfier. Un seul de ces signes doit alerter. Mais si on en a plusieurs, là, la suspicion est forte. Donc en gros, si on voit une tache qui revient ou le papier peint qui fait la tête, c'est le mur qui nous envoie un SOS silencieux. C'est un peu ça, oui. Et une fois qu'on a capté ce signal, quelle est la toute première chose à faire, la manœuvre d'urgence selon le guide? Là, le guide est très clair, c'est marteler. Il faut couper immédiatement l'alimentation générale en eau. Tout de suite. Couper l'eau, le grand classique. C'est le réflexe qui sauve. Avant même de chercher où est la fuite, avant d'appeler qui que ce soit, hop, on ferme le robinet principal. Près du compteur d'eau, généralement. On voit bien pourquoi, mais est-ce que le guide explique plus en détail pourquoi c'est si critique? Au-delà d'arrêter l'eau qui coule, quoi. Absolument. C'est une mesure conservatoire, en fait. C'est comme mettre un pansement compressif sur une plaie. D'accord. On arrête l'hémorragie, on stoppe l'eau qui s'infiltre dans la structure. Parce que chaque minute qui passe, l'eau continue d'imbiber le plâtre, l'isolant, la brique. Ça fragilise tout, ça peut faire rouiller des métaux et ça crée le terrain parfait pour les moisissures dont on parlait. Mhm. Et pour la santé, c'est pas top non plus, les moisissures. Pas du tout. Mais surtout, couper l'eau, ça empêche que le problème s'étende. Une fuite dans un mur au premier, ça peut vite descendre au plafond du rez-de-chaussée, attaquer les planchers, les autres murs. L'effet domino, oui. Exactement. L'eau, elle trouve toujours son chemin. Si on ne coupe pas, on risque de passer d'une petite fuite localisée à un dégât des eaux généralisé. Et là, les travaux et les coûts, c'est plus du tout la même histoire. C'est clair. C'est vraiment un geste simple, mais puissant pour contenir le problème. Tout à fait. Bon, l'eau est coupée, la situation est, on va dire, stabilisée temporairement. L'enquête peut continuer un peu plus sereinement. Est-ce que le guide donne des pistes sur où chercher en priorité? Des zones suspectes? Oui, il faut pas chercher au hasard. Le guide recommande logiquement de se concentrer sur les murs qui sont près des installations de plomberie ou qui en contiennent. Les salles de bain, la cuisine, j'imagine?
Exactement, les suspects numéro un. Les murs autour de la douche, la baignoire, le lavabo, les WC. Et en cuisine, près de l'évier, du lave-vaisselle, c'est là qu'il y a le plus de tuyaux. Arrivée d'eau chaude, froide, évacuation. Forcément, plus de tuyaux, plus de risques. Bah oui, plus de raccords, de coudes, donc plus de points où ça peut lâcher avec le temps. Usure, joint qui fatigue, une petite fissure. Vérifier ces zones, ça aide souvent à cerner le secteur. Ah, et pensez aussi aux murs où passent les tuyaux du chauffage central, si c'est un système à eau. D'accord. Et il y a une mention spéciale pour la copropriété, c'est ça? Pourquoi? Ah oui, ça c'est un point très important dans les immeubles. En copropriété, on partage des éléments. Donc il faut regarder ses propres murs, bien sûr, mais aussi être attentif aux murs où passent les canalisations communes. Les grosses colonnes qui montent dans l'immeuble. C'est ça, les colonnes montantes pour l'eau propre et les chutes d'évacuation pour les eaux usées. Une fuite sur un tuyau commun, ça peut toucher plusieurs appartements. Souvent celui où est la fuite et puis ceux d'en dessous. Et là, ça devient compliqué pour savoir qui est responsable, qui paie. Exactement. Ça peut être le propriétaire de l'appart où ça fuit, si c'est sur sa partie privative. Ça peut être le syndicat de copro si c'est sur la colonne commune. Et puis les assurances de tout le monde s'en mêlent. D'accord, donc bien surveiller ces zones de passage communes, c'est crucial pour éviter les conflits aussi. C'est ça, pour identifier l'origine, privative ou commune, et pour gérer ça de façon coordonnée. C'est une dimension collective qu'on n'a pas en maison individuelle. Ok, donc on a les signes, on a coupé l'eau, on a une idée des zones à risque, mais voilà, parfois on a beau jouer les Sherlock Holmes, regarder la peinture, tâter le mur, on sent qu'il y a un problème, mais impossible de dire où exactement ça fuit. Le mur reste muet. Ben oui, l'œil nu et le bon sens, ça a ses limites. Et c'est là qu'il faut appeler à l'aide. C'est précisément là que le guide dit « Stop !» On passe le relais à un professionnel. Et attention, pas n'importe quel plombier, un spécialiste en recherche de fuites non destructives. Pourquoi cette spécialisation? Parce que ce pro, il a des outils et une expérience que nous, on n'a pas. Il n'a pas juste regardé les conséquences, il va chercher la cause première, celle qui est cachée dans le mur. Et il sait interpréter ce que ces outils lui disent. C'est un vrai diagnostic pointu. Et là, la technologie entre en jeu, c'est ça, hein, pour voir l'invisible. Quelles sont ces méthodes non destructives dont parle le guide? Alors, le guide met en avant 2 technologies principales, très efficaces. La première, c'est la caméra thermique, ou thermographie infrarouge. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ça marche comment exactement? C'est assez fascinant. Elle ne voit pas l'eau directement, mais les toutes petites différences de température sur le mur. L'eau infiltrée, elle change un peu la température du matériau. Souvent, la zone humide est un peu plus froide à cause de l'évaporation. D'accord. Ou plus chaude si c'est une fait d'eau chaude, évidemment. La caméra transforme ça en une image en couleur, une carte thermique du mur. Les zones de couleur anormales, ça montre où c'est humide et donc où est probablement la fuite ou par où elle passe. C'est comme une radio de l'humidité en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Sans faire un seul trou. Bon, il faut un œil expert pour interpréter, pour pas confondre avec autre chose, comme un pont thermique, mais c'est super puissant pour prélocaliser. Vraiment malin. Et la deuxième méthode? La deuxième, c'est le gaz traceur. Là, l'approche est différente. On cible directement l'étanchéité des tuyaux. Comment ça? Le pro isole une partie du tuyau suspect, il le vide de son eau, puis il injecte un gaz spécial sous pression. C'est un gaz très fin, souvent un mélange azote-hydrogène, totalement inoffensif. D'accord. Et donc, s'il y a une fuite, même minuscule, le gaz va s'échapper par le trou. Il va passer à travers le plâtre, le béton, et ressortir à la surface du mur ou du sol. Ah! Et on le détecte comment? Avec un appareil spécial, une sorte de nez électronique très sensible, un renifleur. Le technicien le passe sur la surface et l'appareil va sonner ou indiquer où il capte le gaz. Ça permet de localiser la fuite avec une précision dingue, parfois au centimètre près. C'est super utile pour les fuites fines ou les tuyaux enterrés. Caméra thermique qui voit la température, gaz traceur qui renifle la fuite. On est loin de la méthode « je prends une masse et je casse tout ». Ah bah oui, exactement. Et c'est ça l'avantage énorme de ces méthodes non destructives. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Il faut les privilégier à tout prix. Pourquoi à tout prix? C'est si important? C'est pas juste pour le confort, c'est économique et logique. L'alternative, la recherche destructive, c'est le cauchemar. Ça veut dire démolir des bouts de mur, de carrelage, parfois sur de grandes surfaces, juste pour trouver le tuyau qui fuit. Et chaque coup de marteau, c'est des dégâts en plus, de la poussière, du bruit. Voilà, et une maison qui devient un chantier, sans parler des coûts qui grimpent en flèche. Parce qu'après avoir trouvé et réparé la fuite, il faut tout reconstruire ce qu'on a cassé pour la chercher. Oui, la facture double ou triple facilement, j'imagine.
C'est ça. Alors qu'avec la recherche non destructive, une fois qu'on sait précisément où est la fuite, on peut faire une petite ouverture, jusque ce qu'il faut pour réparer le tuyau. Les travaux de remise en état sont minimes. Donc on gagne du temps, de l'argent et on évite beaucoup de stress. Énormément. C'est vraiment ça qui est remarquable. La technologie permet non seulement de trouver la fuite, mais aussi d'éviter de créer d'autres problèmes en la cherchant. On passe d'une approche à l'aveugle à une intervention ciblée, presque chirurgicale. Donc si on récapitule le parcours idéal, le plan d'attaque face à une suspicion de fuite cachée, d'après le guide, ce serait étape 1, observer les signes, taches, moisissures, etc. Oui, Étape 2, réflexe immédiat, couper l'eau. essentiel. Étape 3, inspecter les zones à risque, pièces d'eau, colonnes communes si on est en compro. C'est ça. Étape 4, si on ne trouve pas, on n'insiste pas seul, on appelle un pro spécialisé. Surtout pas de travaux hasardeux. Étape 5, on laisse le pro utiliser ses outils high-tech non destructifs pour localiser précisément. Thermique, gaz traceur. Et enfin, étape 6, réparation ciblée avec le minimum de travaux de remise en état. C'est une excellente synthèse du processus. Chaque étape est logique et vise à maîtriser la situation au mieux et au moindre coût. Parfait. Donc, pour résumer l'essentiel à retenir de cette analyse, ouvrez l'œil pour les signes avant-coureurs, les taches qui restent, les moisissures, les revêtements qui cloquent, l'odeur. Mhm. Ayez le réflexe vital de couper l'eau si vous suspectez quelque chose. Sachez où regarder en premier, près des points d'eau, sans oublier les parties communes en immeuble. Très important. Et surtout, comprenez la valeur des pros équipés de technologies non destructives. Ça évite vraiment de transformer la recherche en démolition. Tout à fait. Et j'ajouterais une chose qui ressort vraiment du guide, l'importance de la vigilance et de la rapidité d'action. Détecter tôt même un petit signe, ça peut vraiment éviter une catastrophe. Oui, ne pas laisser traîner. Exactement. Ignorer une petite tache humide pendant des mois, c'est prendre un risque énorme. Dégâts structurels, problèmes de santé avec les moisissures et au final, des rénovations très lourdes. Connaître ces signes et agir vite, c'est une forme d'autodéfense pour sa maison et son portefeuille. C'est comme apprendre à lire ses murs, finalement. C'est une bonne image, oui. Une compétence domestique précieuse. Et d'ailleurs, cette histoire de fuite cachée, ça nous amène à une réflexion un peu plus large qui découle de tout ça. Ah oui, laquelle? Ça nous rappelle que nos maisons sont pleines de réseaux invisibles, mais essentiels, plomberie, électricité, et on n'y pense souvent que quand ça tombe en panne. C'est vrai. Souvent de manière assez brutale, comme une fuite. Voilà, et ça pose la question de la maintenance préventive. Le guide nous dit comment réagir en cas de crise, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose avant ? Anticiper? Oui. Comment intégrer un entretien régulier de cette plomberie cachée dans nos habitudes ? On fait bien réviser la voiture, la chaudière, pourquoi pas un check-up périodique de la plomberie ? Une inspection visuelle des zones critiques, un test de pression, peut-être même une petite thermographie préventive tous les 5 ou 10 ans dans les vieux bâtiments. C'est une idée intéressante. Est-ce que cette culture de la prévention pourrait nous éviter ces mauvaises surprises murales et nous faire économiser de l'argent au final? C'est la question. Est-ce que ça nous apporterait pas plus de sérénité aussi ? C'est une piste, je pense, pour réfléchir à comment mieux prendre soin de la face cachée de nos logements. Une interrogation finale très pertinente, en effet. Ça ouvre une belle perspective sur la gestion de notre habitat. Merci beaucoup pour cette analyse très claire et détaillée sur la détection des fuites murales, bien éclairée par ce guide. Avec plaisir. Et c'est ce qui conclut notre discussion pour aujourd'hui.